Coupé te montre comment faire une folded flap palatoplastie. Ce qui est le plus important quand on anesthésie un patient avec un syndrome brachycéphale, c'est de bien se préparer à la gestion anesthésique. Ils sont plus à risque de complications, donc la meilleure façon de limiter ces risques-là, c'est la préparation. Au moment de l'induction, je vous recommande fortement d'être présent et de faire un examen de fond de gueule par la même occasion. Il y a plusieurs choses à vérifier, entre autres, est-ce que les amygdales sont d'une taille normale ou non. Il y a de plus en plus d'études qui mentionnent de les exciser si elles sont de taille anormale, pour limiter la quantité de structures qui font de la résistance accrue dans le fond de la gueule. Une des choses les plus importantes à vérifier, c'est si les saccules laryngées sont éversées ou non. L'éversion des saccules laryngées, c'est le premier stade de collapse laryngé. Il y a 3 stades au collapse laryngé, donc ça, c'est un signe de difficulté respiratoire accrue et donc de séquelles du syndrome brachycéphale de votre patient sur ses structures anatomiques normales. Les saccules laryngées, c'est des espèces de petites poches de muqueuse qui vont se situer là, derrière l'épiglotte. Vous devriez les voir au moment de l'intubation s'ils sont présents. Je vous présente un cas avec une éversion de saccules très sévère. En fait, ce patient-là, j'ai dû le réopérer parce qu'il avait subi une chirurgie pour l'amélioration de son syndrome brachycéphale par son vétérinaire régulier en jeune âge. Puis, vers l'âge de 3-4 ans, il a été présenté en centre de référence en détresse respiratoire importante. On n'était pas capable là, de le garder en vie sans supplémentation en oxygène. Donc, on a fait une chirurgie d'urgence d'amélioration de son syndrome brachycéphale à nouveau. Puis, comme vous pouvez le constater là, sur les vidéos de l'examen de fond de gueule de ce patient-là, il respire dans une paille. Là, on l'entend. Les saccules laryngées sont éversées de manière très importante et il n'y a presque plus de place pour le passage de l'air dans sa trachée. Dans un cas comme celui-ci, il faut exciser les saccules laryngées. Comment on fait ça? Dans le fond, on remplace le tube endotrachéal par un tube Cook, qui est un très petit tube qui va nous permettre de supplémenter en oxygène notre patient pendant l'excision des saccules. Puis avec une paire de ciseaux, en fait, on va aller les couper. La complication la plus importante de cette chirurgie-là, ça va être des saignements qui peuvent être quand même assez importants, là, puis impressionnants, étant donné que c'est au niveau de la trachée, ça peut entraîner des fois de la toux avec des saignements au réveil. Donc, si vous faites des chirurgies pour l'amélioration du syndrome brachycéphale, il faut que vous soyez prêt à évaluer le fond de gueule de vos patients et à intervenir si vous voyez des anomalies au niveau des autres structures là, qui peuvent être impliquées dans le syndrome brachycéphale, donc au niveau des amygdales et au niveau des saccules laryngées. Ça fait partie de la bonne gestion chirurgicale de ces patients. Je vous recommande de pré-oxygéner votre patient un minimum de 5 minutes avant d'induire l'anesthésie. Une fois que le patient est anesthésié, pour bien visualiser le palais mou pendant votre chirurgie, ce qui est très pratique, c'est d'accrocher les canines dans de la cligne et d'accrocher cette ligne au niveau de 2 poteaux à fluide de part et d'autre de votre table. Il y a aussi un appareil qui existe qui sert au positionnement des chiens brachycéphales pendant votre chirurgie si vous êtes intéressé à en faire plusieurs et à vous en procurer un. Pour ce qui est des instruments nécessaires pour une chirurgie de folded flap palatoplastie, on n'a pas besoin de rien de très spécial. En fait, vous allez avoir besoin d'un porte-aiguille, d'une pince. Idéalement, je vous recommande d'utiliser une longue pince pour avoir plus de malléabilité dans le fond de la gueule de votre patient. Même chose si vous avez des plus longs porte-aiguilles, c'est toujours pratique. Vous allez avoir besoin de 2 pinces Mosquito et dans mon cas, j'utilise l'électrocutter pour faire la folded flap palatoplastie. Vous allez le voir pendant la démonstration de la chirurgie. Les électrocutters qu'on a chez Coupé, on se les a procurés sur eBay. Donc, vous n'êtes pas obligé nécessairement d'acheter ces appareils-là neufs, puis ça vous permet de faire des belles économies si vous prenez le temps de magasiner sur Internet. Donc, on commence la folded flap palatoplastie. Notre patient est anesthésié complètement. La gueule est ouverte, on est prêt à débuter. La première chose à faire, c'est d'installer 2 points de rétention à chaque extrémité du voile du palais. Ça va vous permettre de bien le manipuler, de bien, dans le fond, l'emmener vers vous pour pouvoir exécuter la palatoplastie. Donc, on passe un premier fil. J'utilise généralement du monocryl 3 ou 4.0 dans ce cas-ci. Vous pourriez utiliser du PDS si vous voulez pour vos points de rétention. C'est des points qui sont temporaires. C'est vraiment pour vous aider à bien manipuler les tissus pendant la chirurgie. Donc, on installe un premier
point qu'on va maintenir avec une pince mosquito. Ensuite, on met en place le deuxième point de rétention vis-à-vis le premier. Donc, l'objectif, c'est un peu que ça nous donne une forme rectangulaire qu'on est capable de manipuler au niveau du palais mou pour la suite de la chirurgie. Nos deux points de rétention sont mis en place. On peut commencer maintenant à exciser la couche superficielle ainsi que du muscle du palais mou. Donc, comme vous pouvez voir sur l'image, en fait, la première étape, ça va être de délimiter un rectangle de tissu qu'on va exciser. Les repères sont assez simples. En fait, les patients ont généralement une démarcation assez évidente au niveau de la coloration des structures de muqueuse dans leur bouche entre la fin du palais dur et le début du palais mou, comme dans ce cas-ci. Donc, on voit bien là que c'est très noir au niveau de la section palais dur, puis ça devient rosé au niveau de la section palais mou. Votre incision la plus dorsale ou crâniale de votre rectangle devrait se situer à la jonction entre la portion palais dur et palais mou, donc à la jonction entre la démarcation couleur foncée et couleur plutôt rosée. Donc, on fait cette première ligne. Ensuite de ça, on va descendre des lignes pour former un rectangle de chaque côté, en fait, du palais mou. Et le repère anatomique, là, pour vous situer, ça va être les cryptes amygdaliennes et vos amygdales que vous allez voir de chaque côté de votre incision. Donc, vous devriez être médial de par cette incision à la crypte amygdalienne. Vous descendez ces incisions jusqu'à l'extrémité caudale ou distale de votre palais mou, puis vous allez terminer votre rectangle à cet endroit. Ensuite, généralement, je retourne dans la portion crâniale ou dorsale de mon incision et c'est là que délicatement, avec l'électrocutter, je vais disséquer la portion superficielle de la muqueuse, mais aussi une partie des muscles du palais mou dans l'objectif de l'amincir en plus de le raccourcir. Donc, on dissèque délicatement. Les paramètres que j'utilise au niveau de l'électrocutter pendant cette section de la chirurgie, généralement, je le mets à 15 à 20, autant sur la portion cutting que la portion coagulation de l'appareillage. Vous pouvez prendre la valeur que vous voulez là, dans cet intervalle-là, selon l'efficacité de la dissection au niveau des tissus, puis la gestion de votre hémostase. C'est une procédure qui peut se faire sans électrocutter. Vous allez rencontrer plus de saignements si vous le faites sans électrocutter. De par mon expérience, c'est pas une donnée statistique qui est rapportée. Donc, on dissèque. Vous allez éventuellement rencontrer une portion environ au centre de votre rectangle là, qui est plus charnue, où la plupart des muscles se situent. C'est souvent là aussi qu'il y a des petits segments qui vont survenir, donc prenez votre temps. Quand vous identifiez un segment, prenez une pince tissu, allez mettre une pression sur le vaisseau, puis avec votre électrocutter, vous touchez à votre pince, ça va emmener une décharge au niveau du tissu, puis faire de la coagulation. C'est très important de bien contrôler les segments à l'intérieur du palais mou. Ça m'est déjà arrivé qu'un patient, là, au réveil, se mette à saigner abondamment, probablement parce qu'il y a un caillot qui s'est délogé. On a dû rendormir le patient, puis aller gérer le segment, donc ça, c'est une complication qui est survenue post-opératoire. Ça saignait pas pendant la chirurgie, mais vous avez des chances là, d'avoir des réveils plus compliqués si vous laissez des saignements se poursuivre jusqu'à la fin de la chirurgie. Ça va emmener plus d'enflure puis d'œdème dans les structures là, à l'intérieur de la bouche et donc compliquer le réveil et la respiration là, au moment du réveil d'anesthésie. Donc, on termine notre dissection. On enlève complètement le tissu. Vous pouvez apprécier la quantité de tissu en fait qui est excisé autant de par sa longueur que de par son épaisseur
l'épaisseur. C'est important de ne pas enlever juste de la muqueuse. Le but de la folded flap palatoplastie par rapport à la technique traditionnelle qui était faite avant, c'est vraiment de raccourcir et d'amincir le palais mou. Il y a ma petite brachycéphale qui veut venir vous dire bonjour. Les chats aussi peuvent être atteints du syndrome brachycéphale. Ils ont moins souvent une élongation du palais mou, mais ils ont très souvent une sténose des narines. C'est pas un sujet qu'on va couvrir dans la capsule d'aujourd'hui. Par contre, c'est un sujet que je couvre dans la conférence que j'ai enregistrée pour l'AMVQ qui est sur la plateforme de formation en ligne en ce moment. Donc, je vous invite à la consulter pour avoir plus d'informations autant sur le syndrome brachycéphale que la chirurgie en soi. Autre information importante, sur le site web de Coupé, on a créé une fiche informative sur le syndrome brachycéphale et la chirurgie d'amélioration du syndrome brachycéphale. Elle est accessible en tout temps au grand public, donc n'hésitez pas, si vous avez un patient atteint du syndrome brachycéphale, de partager cette fiche informative avec ses propriétaires pour les sensibiliser à la problématique, puis les aider à prendre une décision éclairée, à savoir si on devrait opérer leur animal ou non. Vous pourriez, si vous êtes trop agressif dans votre dissection, trouer la portion profonde de la muqueuse du palais mou. Il n'y a pas de panique en soi si ça vous arrive. Refermez-la en faisant un petit point en X ou un surjet continu si jamais il y a une bonne longueur de palais mou qui est endommagée. Ça devrait bien guérir, ça ne devrait pas entraîner de complications majeures. Ce qui est important, c'est de l'identifier et de l'adresser et aussi de prendre ça en considération la prochaine fois que vous allez faire une folded flap palatoplastie. L'objectif, c'est de ne pas se rendre là. Donc, vous êtes peut-être allé un petit peu trop profond. Donc, de vous ajuster là, lors de votre prochaine procédure. Donc, une fois que l'excision du tissu de la couche superficielle est terminée, il nous reste à mettre les sutures en place qui vont maintenir le raccourcissement et l'amincissement de notre palais mou. Donc, les points de rétention deviennent très utiles à ce stade-ci. On est rendu à l'étape où on va suturer, dans le fond, la portion distale ou caudale de notre palais mou à la portion qui est plus crâniale ou dorsale. Ce que j'aime bien faire, souvent, en fait, j'enlève une petite portion même de la section distale du palais mou parce que très souvent, quand je le ramène, je trouve que ça lui laisse une longueur qui est un peu trop grande de juste se fier aux repères que je vous ai mentionnés, la démarcation de couleur là, entre le palais dur et le palais mou, puis la longueur normale du voile du palais. Donc, la meilleure façon de tester ça, c'est vous prenez vos points de rétention, vous les ramenez vers le haut, puis vous regardez la longueur de palais mou résiduelle que ça va vous donner. L'objectif serait d'être
fait dans le tiers crânial de la longueur des cryptes amygdaliennes. Puis même, je vous dirais que moi, de plus en plus, là, je me retrouve presque flush avec la portion vraiment dorsale ou crâniale là, des amygdales. Donc, on veut avoir un palais mou qui est court. C'est ça l'objectif, dans le fond, de cette chirurgie-là. Donc, généralement, j'appose 3 points discontinus. C'est rapporté avec la folded flap palatoplastie comme complication qui pourrait avoir des déhiscences de plaies. Donc, je prends pas de chance. Je mets 3 points discontinus, un à chaque extrémité, un au centre. Puis ensuite de ça, je vais faire un surjet continu par-dessus, par gage de sécurité. Quand l'amélioration du syndrome brachycéphale est devenue un sujet étudié, il y a eu quelques études là, qui ont mentionné qu'on pouvait éventuellement, en raccourcissant trop le palais mou, créer des rhinites chroniques chez ces patients-là. C'est un risque qui existe, c'est une complication possible. Je veux quand même vous sensibiliser au fait que entre avoir un palais mou trop court puis gérer des rhinites ou l'autre risque, en fait, de laisser un palais mou trop long, il y a aussi des dangers là, de faire ça. Puis malheureusement, dans les dernières années, c'est quelque chose que j'ai vu à quelques reprises des patients qui avaient été opérés par une palatoplastie traditionnelle qui avaient un palais mou résiduel beaucoup trop long. On peut raccourcir pas assez un palais mou, c'est-à-dire que ça peut même augmenter les problèmes respiratoires chez les patients de le raccourcir un petit peu, même pas assez. Ce que ça va entraîner éventuellement, c'est que le palais mou pourrait être exactement de la longueur où il obstrue en permanence le mouvement de l'épiglotte, voire même pourrait causer un entrapement de celle-ci. Chez ces patients-là, par mon expérience, j'en ai pas vu des tonnes, mais quand même quelques-uns. Souvent, c'est des patients qui vont éventuellement développer beaucoup de tirage là, au niveau de la respiration. Ils vont avoir tendance à beaucoup s'étendre le cou pour se dégager, dans le fond, l'épiglotte du palais mou. C'est souvent des patients aussi qui font beaucoup d'apnée du sommeil. Donc, si vous opérez un patient pour l'amélioration d'un syndrome brachycéphale,
que vous faites une palatoplastie, puis que les propriétaires vous rapportent que sa respiration n'est pas mieux, voire même qu'elle est pire, revoyez ce patient-là, s'il vous plaît, donnez-lui une sédation, faites un examen de fond de gueule. Si vous vous rendez compte que la longueur de votre palais mou est plus longue que à la moitié de la longueur des cryptes amygdaliennes, vous devez retourner en chirurgie, vous n'avez pas assez raccourci votre palais mou. C'est vraiment important qu'on fasse très attention à ça parce qu'on peut causer plus de dommages que de bénéfices chez ces patients-là. Donc, je le répète, les repères anatomiques, dans le fond, pour obtenir une longueur qui est adéquate, ça va être de viser que la fin du palais mou va arriver dans le tiers crânial de votre fosse amygdalienne de part et d'autre de votre palais. Donc, en repliant le palais sur lui-même, vérifiez ça. Si la longueur est excédentaire en gardant tout le tissu, vous excisez un bout du palais pour, dans le fond, finir votre folded flap palatoplastie. Une fois que c'est terminé, en fait, il vous reste simplement à extuber votre patient. S'il y a eu beaucoup de saignements ou beaucoup de sécrétions, je vous recommande fortement de nettoyer le fond de la gueule de votre animal avec des gaz stériles que vous mettez au bout d'une pince. Surtout autour du tube, ça pourrait vous inquiéter en l'extubant si vous voyez qu'il y a plein de sang autour de votre tube, mais ça pourrait juste être du sang qui s'est accumulé là pendant la chirurgie et que c'est pas très stressant en soi. Le plus haut risque quand on anesthésie un patient, c'est au début de l'anesthésie, puis à la fin, donc au réveil. Avec les patients brachycéphales, ce qui est très important, c'est d'être patient. Il faut que vous vous donniez le temps de les réveiller doucement, lentement, dans un environnement qui est calme. Donc, planifiez ça dans votre journée à un moment qui est adéquat, autant pour vous que pour votre équipe technique et de soutien qui va assurer le réveil de votre patient. Si vous avez des questions sur la technique ou que vous aimeriez qu'on vienne vous faire une séance de mentorat pour vous la montrer sur un de vos patients, puis éventuellement que vous commenciez à l'offrir à votre clientèle, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous aider à améliorer le syndrome brachycéphale de votre clientèle.